Merci. À mon tour de vous souhaiter la bienvenue. Merci d'être là. Je m'appelle Alexis, je travaille chez Google dans une équipe qui s'appelle les relations développeurs. Et l'objectif pour moi, c'est de vous parler aujourd'hui du cloud chez Google et en particulier de ce que vous pouvez en faire en y déployant vos propres applications. Donc Google, c'est beaucoup de technologies. Vous avez peut-être connu Google à ses débuts vis-à-vis des développeurs avec tout ce qui était API, donc les API Maps par exemple. Android, clairement aujourd'hui, c'est quelque chose de très important. Donc je ne vous en parlerai pas aujourd'hui, quoique. Il y a toute la partie HTML5 web, donc ça reste quelque chose de très important avec HTML5 et toutes ses facettes. Je crois que vous avez une présentation il n'y a pas très longtemps pour ceux qui étaient là. Et puis Chrome pour nous qui est le véhicule pour faire avancer le web, pour améliorer l'expérience utilisateur. Donc moi aujourd'hui je suis là plus pour vous parler de ce qu'on appelle le cloud Google et c'est en fait ni plus ni moins mettre à disposition l'infrastructure de Google, celle qu'on utilise aujourd'hui pour vos requêtes en tant qu'utilisateur du moteur de recherche, de Gmail, de Maps et de tous les services qu'on peut fournir. Cette même infrastructure la mettre à disposition de vos applications avec les mêmes caractéristiques de montée en charge, de performance et de disponibilité. Alors, vous voyez, c'est un gâteau à étages, à couches. On va se focaliser essentiellement sur celle du milieu, c'est-à-dire App Engine, c'est-à-dire l'approche plateforme as a service, celle où l'infrastructure, le management d'une infrastructure classique de serveurs, de load balancer, de réseau, de toutes ces choses-là, vous admettez que ce n'est pas vraiment là que vous avez votre plus forte valeur ajoutée en tant que développeur. C'est plutôt le rôle, en l'occurrence ici, d'un fournisseur de cloud qui est Google, que d'optimiser cette infrastructure et à vous uniquement de donner votre application et à Google de l'exécuter du mieux qu'elle peut. Parce que quand on est une start-up, eh ben, y a plein de boîtes qui ont commencé dans les garages, à commencer par, je dirais pas par Google, mais Google a commencé dans un garage aussi, HP avant, et il s'est passé plein de choses super dans les garages. Dans les garages, on installait toute sa stack, son réseau, et c'était la belle époque, et c'était bien avant le cloud, et on avait une responsabilité qui allait depuis le serveur matériel. On a plus ou moins introduit dans les dernières années des couches de virtualisation qui améliorent la flexibilité de l'architecture, et puis on a toutes les couches, et on en est responsable quand on travaille dans son garage. Alors on peut toujours louer un serveur, c'est de l'hébergement. On peut utiliser le cluster de quelqu'un d'autre et installer des images dessus et les maintenir en termes de sécurité, de version. On peut aller encore un petit peu plus loin et se dire que l'OS, on va prendre des choses préinstallées, en tous les cas dont le cycle de vie est géré pour nous. Ou bien on peut aller vraiment complètement vers une extrême, et c'est de ça que je voudrais vous parler quand on parle de plateforme as a service, c'est dire moi je ne fais que le code. Et le reste, je sais plus ou moins ce qui se passe en dessous, mais je n'y ai pas accès. Et ce n'est pas un bug, c'est vraiment une feature, comme diraient les Américains. Parce que finalement, vous avez une très bonne idée, vous démarrez votre service et vous voulez anticiper un petit peu la charge. Vous voulez savoir combien de serveurs il va falloir acheter, quel type de load balancer. Et donc, est-ce que votre charge, elle va ressembler à ça, ou quelque chose entre les deux? C'est quelque chose qui est difficile à prévoir. On ne sait pas si on aura besoin de minimum de serveurs parce qu'on veut fournir une qualité de service. Plus 2, juste au cas où. Est-ce qu'on va faire un dimensionnement pour gérer le pic? Et qu'est-ce qu'on fait le reste du temps? C'est des discussions assez classiques. Et dans les startups, la plupart ont la sagesse, j'allais dire, de choisir une approche de type cloud où on paye ce qu'on utilise. Alors, quand on paye ce qu'on utilise, chacun aura des métriques différentes, des prix différents, et c'est un élément de différenciation. Chez Google, on va calculer la bande passante que vous utilisez, la CPU que vous utilisez, l'espace disque que vous occupez, et ainsi de suite. Alors, on va facturer ça en fractions de centimes d'euros, mais tout ça, au final, a un coût, et le but, vraiment, c'est de vous faire payer pour ce que vous utilisez, et quand vous n'utilisez pas, vous ne payez pas. Alors, le but, c'est aussi de pouvoir utiliser l'infrastructure à la Google, alors peut-être pas à l'échelle de Google avec les milliards d'heures de vidéos qui sont mises en ligne sur YouTube tous les mois, le nombre d'utilisateurs Gmail. Pas obligé d'avoir ces chiffres-là pour justifier d'utiliser le cloud, en tous les cas celui de Google, mais sachez que typiquement, c'est sur cette même infrastructure qu'on arrive à ce genre d'échelle.
Et en fait, je ne sais pas si vous avez vu récemment, mais on a ouvert un petit peu les data centers de Google. Il y en a un certain nombre dans le monde. Certains sont connus, enfin on sait très bien où ils sont. En tous les cas, vous n'y avez pas accès. Moi, je n'y ai pas accès. Je n'ai rien à faire dans un data center Google. Ils sont hautement protégés. Et puis, bon, au final, ils peuvent être finalement... qui pensait que finalement, une seule machine, ça pouvait être sympa et à visiter. J'aurais dû le précharger, mais comme le réseau ne marche pas très bien, il y a même un Street View qui permet de se balader dans le data center de Google. Allez, je vais essayer de le charger vite fait quand même. C'est ta bande passante? Alors, on va faire Maps. On va faire Google Data Center. Comme ça, vous saurez retourner à Le Noir. Pour l'instant, ça fonctionne. Et donc là, si je veux aller là, Street View. Voilà, donc là, je suis dans le Street View et on va peut-être faire ça pour que vous voyiez un peu mieux. Donc, on peut se balader là, comme dans Street View. Au passage, ça, c'est une fonctionnalité dans Street View qu'on propose aux commerces qui veulent faire visiter l'intérieur de leur bâtiment ou de leur commerce. Vous faites venir un photographe qui prend de belles photos et puis tout ça peut être mis en ligne. Donc, typiquement, voilà à quoi ressemble un data center de Google, hautement sécurisé, comme vous pouvez le constater. Alors, bon, si on continue, je crois que par là, ouais, là, il y a un autre truc. Donc, alors, il y a de tout, hein. Il y a du stockage, il y a des serveurs, il y a du backup sur bande, sur un petit peu tout. Il faut savoir que Google construit ses propres serveurs à partir d'éléments, je veux dire, unitaires, de processeurs et de cartes mères qui sont conçus dans la société pour des besoins, pour des objectifs de meilleure efficacité énergétique, entre autres. Donc, par exemple, il fait 25 à 30 degrés dans les data centers, parce que s'il fallait maintenir 20 pour que ce soit agréable pour tout le monde de se balader dedans, ça voudrait dire consommer plus d'électricité. Donc, du coup, on reste à 25 ou à 30 degrés, et puis les gens qui bossent là-bas, ils sont en short. Et donc voilà, il y a plein de petits trucs comme ça. Donc, on peut se balader, on peut voir voilà, pour ceux qui arrivent à lire d'ici, voilà, c'est encore un petit peu plus gros. Donc voilà, donc ça c'était pour la petite anecdote. Donc ces serveurs, ce qu'on se propose, eh bien, c'est de les mettre à votre disposition. Alors, avant d'aller dans App Engine et dans le détail un petit peu de ce que vous pouvez faire et comment vous pouvez le faire, je voudrais dire un mot sur le fait que, bien sûr, on peut parler du produit, je vais en parler. Mais il ne faut pas perdre de vue également l'aspect infrastructure que je viens de mentionner à l'instant, notamment à travers l'investissement qui a été consenti par Google dans tous ces data centers. On peut avoir un très beau produit si derrière on a une infrastructure qui est sur un seul data center ou sur un nombre limité de machines et qu'on n'a pas la possibilité de fournir une qualité de service avec plusieurs data centers, on passe peut-être à côté de quelque chose. Et enfin, le dernier point, ça c'est peut-être moins évident, c'est qu'on peut avoir la meilleure des infrastructures si on n'a pas les bonnes personnes pour l'exploiter. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier du terme DevOps, donc des gens qui sont un petit peu entre les deux, qui sont capables de comprendre le développement et la production. On a des sortes de super DevOps. On a un rôle chez Google qui s'appelle SRE, donc System Reliability Engineer. Et ce sont des gens qui comprennent très bien le système et qui sont capables d'anticiper les problèmes, d'observer le système en fonctionnement et d'anticiper, de faire des bascules d'un data center à un autre. Et c'est vraiment ces trois piliers-là qui font la force, je pense, de la solution globale. Et ce que vous pouvez peut-être lire entre les lignes, c'est qu'on parle de temps en temps de cloud privé. Et pour moi, le cloud privé, et je reprends la phrase d'un collègue, d'un concurrent plus ou moins, qui est CloudBees, et les paroles de Sacha qui dit un cloud privé, c'est un peu comme un jet privé. Si vous voulez, vous pouvez en avoir un. Est-ce que vous en avez vraiment besoin? Je ne sais pas. Donc, nous, on croit foncièrement chez Google au cloud public, celui où vous avez des vraies ressources à l'échelle de Google qu'on peut partager et dans lesquelles on n'aura virtuellement pas de limite parce que derrière, il y a une équation financière à obtenir. Et c'est vraiment, si on passe à l'échelle de Google,
qu'on va arriver à avoir un équilibre et une équation qui tient la route. Alors parlons de App Engine. App Engine, c'est donc ce produit qui est assez vieux. Il est né en 2008. À une époque, on ne parlait pas plateforme as a service. On ne faisait pas ce distinguo entre software as a service, donc les Google Apps, les Gmail, les Salesforce, toutes ces choses-là. La partie infrastructure, donc plutôt Amazon C2, qui est clairement le leader en la matière. Et puis le côté plateforme as a service, où là, on abandonne la partie infrastructure, on la délègue à un fournisseur de passes et on s'occupe que du code. Donc c'est né en 2008, c'est né, et à l'époque, il y a un langage qui était supporté uniquement, et c'était Python. Alors, les gens ont regardé ça un peu de travers, et puis surtout, les gens ne comprenaient pas ce que c'était du platform as a service, ça n'avait pas été décrit, et puis on a l'impression de perdre beaucoup en capacité de configuration. Et donc, une raison pour laquelle c'est écrit en Python, c'est que l'inventeur de Python, Guido, était dans l'équipe App Engine, et donc ce qu'il connaissait bien, c'était Python, et c'est par là qu'ils ont commencé. Puisque on ne livre pas de version de logiciel, on a la possibilité de faire des cycles itératifs extrêmement courts. Et donc, ce que vous voyez plus ou moins résumé ici, sur l'axe des abscisses, c'est toutes les évolutions qui ont eu lieu tous les mois. Tous les mois, il y a une nouvelle version d'App Engine. Alors avec des versions, des nouvelles fonctionnalités à chaque fois, certaines mineures, certaines plus importantes. Il peut y avoir un mois avec finalement très peu de choses, surtout des correctifs de bugs, mais tous les mois, il y a une cadence qui, tous les mois, permet de sortir une version d'App Engine. Et c'est au fur et à mesure de ces différentes versions qu'on a introduit du nouveau un support pour tout ce qui est Java, qui aujourd'hui est une des plateformes les plus utilisées, et puis beaucoup de nouvelles fonctionnalités. Un grand nombre d'entre elles, je vais essayer de vous les montrer dans des démos. Et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, en début 2013, en fait, ces chiffres datent de fin 2012, on a près de 10 milliards, je crois, aujourd'hui de hits par jour, si on prend toutes les applications hébergées sur App Engine. Un nombre très important d'applications actives. Donc, je vais faire une petite démo. Typiquement, cette application-là, je vais la déployer, elle n'est pas considérée comme active. Il y a des critères qui sont un nombre de requêtes par heure minimum pour être considéré comme actif. Et puis, voilà, des opérations, des accès à une base de données intégrée complètement dans App Engine, qui là aussi sont, je pense, à l'échelle de Google. Et en fait, il faut vraiment considérer App Engine comme étant un moteur de servlet, donc qui est capable de prendre des requêtes, et puis derrière, une collection de services. Des services qui sont liés au stockage de données. Donc on a un data store, qui est une base de données NoSQL complètement intégrée dans le produit, une sorte de grosse hash table, j'en redirai 2 mots tout à l'heure. Un même cache intégré, donc qui permet de garder en mémoire, une sorte de cache distribué en mémoire qui va améliorer les performances pour ne pas avoir à les lire ou écrire dans une base de données persistante. Et puis des fonctionnalités de type URL fetch, je vais en dire 2 mots dans un instant. Le support d'un protocole XMPP, si vous voulez intégrer ce protocole pour introduire de l'interactivité avec vos utilisateurs, donc tout ce qui est Jabber. La capacité de lire, de recevoir et d'envoyer des mails. Et là, typiquement, c'est l'infrastructure Gmail qui est mise à votre disposition, avec notamment tout ce qui est anti-spam, qui est totalement intégré. Une API d'image qui est intéressante. Si vous voulez servir des desktops, des tablettes, des téléphones, vous allez uploader la version haute définition de l'image, moyenne définition et faible définition, pour faire simple. Là, ce que vous pouvez faire, c'est dire, moi, j'envoie la haute définition, et puis c'est ce service image qui va, côté serveur, de manière extrêmement efficace, redimensionner en fonction de la taille que vous allez demander. Donc, vous ne gérez qu'une seule image, plutôt que dès que vous changez une image, il faut refaire les 3 versions ou les N versions. Là, vous n'en faites qu'une seule, vous l'uploadez, c'est la haute définition, et ensuite ce service-là va faire le scaling pour vous. On a un autre service de stockage pour tout ce qui est volumineux, que ce soit les images, tout le contenu statique. Et puis on a un service de type utilisateur. Donc si vous demandez aux gens de se connecter, de se loguer avant d'arriver à une certaine page, qui serait sur un système de vente en ligne, une page de checkout, c'est un service de gestion d'utilisateur qui est mis à votre disposition. Donc si on prend l'URL fetch que j'ai rapidement mentionné, quand on y pense finalement, par son activité de moteur de recherche, Google passe son temps à naviguer sur le web et à regarder tout ce qui est modifié et à
en conséquence une infrastructure réseau dans ces data centers et pour accéder à tout ce contenu sur Internet qui est extrêmement optimisé. Donc si vous, dans votre application, vous avez besoin d'accéder à des données qui sont sur Internet, où qu'elles soient, ce qu'on propose, c'est là aussi de réutiliser cette infrastructure. Donc on a chez Google ce qu'on appelle un CDN, un Content Delivery Network, qui permet de sortir, j'allais dire, sur Internet, au plus proche de la donnée, là où on va aller la chercher pour optimiser les performances de lecture. Mais pas seulement, hein, ce qu'on propose là, c'est de faire des get, bien sûr, mais de faire du post, du put, du head, du delete, de supporter tous les verbes du protocole HTTP. Avec des requêtes et des limitations en termes de timeout, on y reviendra, c'est important de comprendre dans quel environnement on est de ce point de vue-là. Bon, voilà, en fait, c'était à ça que je voulais venir. Quand on parle de cloud, on parle de mutualisation, c'est de la colocation. On est dans un immeuble et on a des colocataires. Donc il y a un bien commun qui est l'infrastructure qu'on utilise. Et a priori, on veut plutôt avoir de bonnes relations avec les voisins. Sinon, enfin bon, moi je suis comme ça, je préfère avoir des bonnes relations avec mes voisins. Là, c'est pareil. Et donc il y a un règlement de copropriété. Et ce règlement de copropriété peut être différent d'un fournisseur de cloud à un autre. Voilà quelques extraits pour tout ce qui est App Engine. Votre fichier, votre application globale, on va vous demander qu'elle ne fasse pas plus de 1 giga. Bon, globalement, normalement, les images, vous les avez mis ailleurs. Enfin, tout ce qui est statique, vous avez plein de services pour héberger ça. Mais l'application elle-même, 1 giga, globalement, vous avez de la marge. Vous pouvez aller plus loin, mais là, on va commencer à vous facturer par rapport à la taille de ce que vous déployez. Quand vous envoyez une requête, il faut que vous traitiez cette requête et vous envoyiez une réponse en moins de 60 secondes. En particulier sur ce qu'on appelle des front-end. En même temps, si vous avez un utilisateur qui attend 60 secondes à l'autre bout, vous avez un problème d'architecture ou un problème et votre utilisateur, ce n'est pas gagné qu'il soit encore là 60 secondes plus tard. Donc c'est une limitation parce qu'il faut en mettre une, mais en pratique, normalement, ça ne devrait pas être trop important. Et puis, on vient de le voir, quand vous faites des fetch, vous pouvez aller chercher, vous ne pouvez uploader que 32 mégas, par exemple, sur un post. Donc l'idée, c'est que je vous fasse une petite démo. Qui a déjà fait de l'App Engine? J'aurais dû commencer par là. Est-ce que quelqu'un a déjà fait un peu d'App Engine? Ok. On va poser des questions en termes de langage. Qui fait plutôt du Java ou qui développe un petit peu en Java? Qui développe en PHP? JavaScript, web, on va dire, globalement. Ok. Il y en a qui lèvent plusieurs fois la main, c'est bien, c'est bien. Donc si vous avez levé la main qu'une seule fois, c'est pas bien, il faut regarder ce qui se passe ailleurs. Voilà, ça je l'aurais dit. J'avais pas lancé Eclipse. Donc l'idée, c'est que on a un dashboard sur App Engine avec toutes nos applications déployées. Les applications, au passage, peuvent avoir plusieurs versions. Et toutes ces versions sont disponibles au même moment. Donc il y en a une qui est la version par défaut, mais toutes les autres peuvent être accédées également. Donc on va voir pourquoi ça peut être intéressant. Donc là, j'ai pré-créé une coquille vide qui s'appelle Code Armor Test. Et si Eclipse a bien démarré... autre question, qui développe plutôt avec Eclipse? Parmi ceux qui font du Java, typiquement. Qui développe avec IntelliJ? Vous avez vu la promo de Noël? Vous n'avez pas vu la promo de Noël? Ah bon, il y a une promo de Noël? 75% de réduction. Non. Qu'est-ce qui me manque? NetBeans, peut-être? Ok, Notepad, VI, Emacs, UltraEdit. Ok. Bon, donc pour ceux qui codent avec Eclipse, ce qu'on propose ici, c'est plutôt que de tout tester dans le cloud et d'être connecté en permanence et de faire des déploiements, attendre que le déploiement soit terminé, c'est un SDK qui propose donc un plugin pour pouvoir tout développer en local et une fois qu'on est content, pouvoir déployer dans le cloud. Donc on va être capable de faire ici, une fois que le plugin est installé, de créer une nouvelle application web, donc des choses assez classiques. Mon test à l'agnon. Et ça va être code.armor, par exemple, le truc. Je ne vais pas faire de GWT, je vais faire quelque chose de simple. On a plusieurs versions du SDK. Donc on est aujourd'hui une version 1.7.4, peu importe. On va prendre la dernière en date. Et on va créer une infrastructure qui est classique pour qui sait développer des applications web Java.
Et donc dedans, on va trouver en particulier une servlette qui va être capable de recevoir les requêtes. Ça, on va pouvoir le fermer. Et ça aussi. Et qui va être capable de dire hello code d'Armor. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir tester ça en local. Donc on va démarrer un SDK local où tout ce qui est disponible sur le cloud, la base de données NoSQL, tous les services d'utilisateurs, d'images et ainsi de suite, sont disponibles également en local. Et donc ici, je suis capable d'aller tester mon application en local et de voir que ma servlette en question répond bien à ce que je vais mettre. Bon. Ça ne casse pas de pattes à un canard. Maintenant, l'idée, c'est de pouvoir prendre ça, se dire que mon application là, elle a des propriétés. Pardon. Et je vais lui donner un nom qui est en fait l'identifiant que j'avais pris tout à l'heure. Je vais dire que c'est ma version 1. Alors, je ne vais pas configurer, je pourrais enlever des choses, je pourrais configurer quelque chose, on va y revenir. C'est une base de données relationnelle, parce que le NoSQL, c'est bien, mais on a peut-être des données déjà dans un format structuré de type SQL. Donc, on pourrait configurer ça, on offre le choix, j'y reviendrai. Et puis, on va déployer. Et on va déployer ça dans le cloud. Donc là, on va contacter App Engine, qui va vérifier s'il y a déjà une version, qui va faire un certain nombre de choses pour vérifier si c'est un incrément ou si c'est une nouvelle version. Et au bout de quelques secondes, on devrait avoir une application déployée, ce qu'on devrait voir dans la console. Donc si je retourne sur App Engine, sur ma console, on devrait voir que j'ai une version qui a été déployée ici. Pardon. Et là, j'ai tout un dashboard assez touffu sur l'utilisation qui a pu en être faite, sur le nombre la quantité de CPU utilisée, le nombre d'accès aux données que j'ai fait. Là, globalement, il n'y a rien parce que l'appli ne fait rien. Mais juste pour vous montrer qu'elle fonctionne, je devrais être capable d'aller dessus. Et donc, le code armor-test, qui était le mot-clé tout à l'heure, c'est ce qui nous sert, par exemple, ici, à accéder à la bonne URL. Et donc, n'importe qui là, peut y aller. Et je vais peut-être changer, je ne l'ai pas appelé Sample Cloud. Voilà, on va y arriver. Et voilà. Donc l'idée, c'est que vraiment, en ayant fait quelque chose d'extrêmement simple qui ne fait pas grand-chose, on est quand même capable de déployer ça dans App Engine. Et à partir du moment où on est dans App Engine, derrière, tout ce qui est monté en charge est à la charge de Google. Toute l'infrastructure, de gérer vous tous qui allez d'un seul coup vous connecter dessus, et puis ensuite vous déconnecter, donc de monter en charge, en puissance et de descendre, c'est quelque chose qui est délégué à Google. Alors, ne t'inquiétez pas, je vais vous montrer des choses un petit peu plus évoluées tout à l'heure. Je vais changer ça déjà et on va y revenir. N'hésitez pas si vous avez des questions. Puisqu'on maîtrise tout, depuis le moment où la requête sur du web arrive, jusqu'au moment où elle va écrire en base de données, que ce soit une base de données NoSQL ou SQL, et tout ce qui est entre les deux, eh ben on a plein d'infos. Et ces infos, pour les développeurs, ça peut être une mine d'or pour optimiser ces applications. Donc ce qu'on vous propose ici, c'est un outil qui s'appelle AppStat, qu'on peut brancher ou débrancher sur l'application, pour savoir où est passé le temps. Donc j'ai passé tant de temps dans la gestion de la connexion, j'ai fait tant de delete ou de put dans mon data store, j'ai fait du même cache. Donc on peut se dire, là je vais un peu souvent dans le data store, ça serait peut-être bien d'utiliser le même cache, qui serait, comme son nom l'indique, un cache qui permettrait d'améliorer les performances. Et le dernier point, effectivement, c'est que pour chaque opération, il y a un coût associé, qui s'exprime ici en micro-pennies, donc une fraction de penny. Et donc, on est vraiment capable de faire du cost-driven development. Et être capable de voir qu'aujourd'hui, votre application par jour, ça vous coûte 50 $ ou 50 €. Eh bien, voir où est-ce que vous dépensez cet argent-là. Est-ce que c'est de la CPU? Si c'est de la CPU, est-ce que c'est de l'écriture? Si c'est de l'écriture, comment optimiser ça? Quelle est l'URL qui est responsable
du coût principal de votre application. Alors le coût, parlons-en. Parmi les choses qu'on est capable de faire, il y a déjà une partie gratuite. Vous êtes capable d'héberger sur App Engine des applications gratuitement, jusqu'à un certain niveau. Et ce certain niveau est documenté, vous dit voilà, c'est 28 heures CPU par jour. Donc, bien sûr, vous allez utiliser plusieurs CPU, donc vous allez probablement, si vous faites quelque chose d'intensif, aller au-delà. Mais ça va dépendre de l'usage que vous faites. Il y a plein de gens qui, par exemple, hébergent leur blog sur App Engine. Donc, c'est un usage personnel ou avec assez peu de charge, vous pouvez rester dans le mode gratuit. Au-delà, il y a un mode payant où typiquement vous dites, moi je veux mettre un budget par jour pour mon application. Et ce budget par jour va être réparti entre de la CPU, de la bande passante et ainsi de suite. Et vous êtes capable de voir ça en quasi temps réel, le coût que vous avez. Et puis après, si vous êtes une entreprise et vous avez un business, là on va rentrer dans un mode beaucoup plus classique où vous avez une relation avec un envoi de facture, toutes ces choses-là. Et puis surtout la capacité d'avoir un nombre illimité d'applications et un nombre illimité de ressources, si vous le souhaitez. Parmi les nouveautés, on a la possibilité aujourd'hui d'héberger, de dire, moi, mon application, je veux qu'elle reste en Europe. À la fois pour des aspects de performance, parce que je veux que les data centers soient en Europe et que la latence soit la plus petite possible. Et puis, je veux être facturé en euros, par exemple. Et puis aussi, je veux que mes données restent en Europe. Donc, ce qu'on vous propose maintenant, quand vous déployez une application, quand vous créez des données sur l'offre SQL, c'est de dire, vous voulez qu'elle soit hébergée aux États-Unis ou en Europe. Et ce n'est pas « et », c'est bien « où ». Donc, votre application, si vous dites qu'elle reste en Europe, elle restera en Europe, sur plusieurs data centers en Europe, mais en Europe. Que le SQL ou le NoSQL aussi? Alors, soit c'est App Engine, donc l'application avec tout ce qu'elle tire derrière de NoSQL, soit l'offre Cloud SQL dont je vais parler dans un instant, qui est orthogonale, qu'on peut utiliser, mais qui peut aussi être utilisée de manière indépendante. Donc la réponse, c'est oui pour les deux, mais NoSQL, en fait, on ne peut pas l'utiliser en standalone. C'est forcément à travers App Engine. Oui. Alors que Cloud SQL, c'est quelque chose qu'on pourrait utiliser indépendamment d'App Engine. Ouais. Je suis utilisateur aux États-Unis Ouais. et en Europe. Je peux pas me casser les pieds avec les doigts, donc c'est-à-dire que les données utilisateurs des Américains, je vais les mettre aux Amériques et des Européens Aujourd'hui, c'est pas possible. Aujourd'hui, c'est pas possible. Enfin, ou à moins de faire. Donc, on a la possibilité de faire des clones d'applications et de cloner des données. Donc après, on peut répliquer, mais ça veut dire qu'il faut maintenir les deux en même temps, au même niveau. Et servi depuis des adresses différentes. Alors peut-être qu'il peut y avoir un load balancer en amont, mais globalement, aujourd'hui, ce qui nous a été demandé, c'était plutôt de faire ce genre de cas d'usage. C'est, on va dire, ce que les plus gros utilisateurs nous demandent. Quelque chose de récent, et c'est là où je vais parler un tout petit peu d'Android, c'est que de plus en plus, les architectures de nos jours, c'est parce qu'on a plein de devices, du desktop, et puis on n'a pas forcément des IHM, hein, on peut avoir d'autres services, c'est d'exposer ces services à travers des architectures de type REST, où tout est accessible avec une URL, un identifiant, et puis ensuite on va faire un get si on veut lire la donnée, on va faire un post si on veut la modifier, un put si on veut la créer, ou inversement, après il y a des débats d'experts en la matière. Et c'est ce que propose Google Cloud Endpoints. L'idée, c'est de dire, mon code, alors je ne sais pas si vous arrivez tous à lire, mais là, c'est du Java, donc j'ai une méthode qui s'appelle get, qui renvoie un score. Et le tout est dans une classe qui est gestion des scores, donc un score endpoint. Donc ceci est annoté avec une annotation Java qui s'appelle API. Donc ceci sera donc disponible avec les méthodes put, get, post et delete d'HTTP. Et la méthode qui est en dessous est une des méthodes qu'on va être capable d'appeler. On va pouvoir lui passer un identifiant. Je veux le score de telle partie, par exemple. Ici, c'est un jeu de morpion. Et ceci va être récupéré ici dans le paramètre. Donc si je veux la partie numéro 92, c'est dans un string. Ce n'est pas forcément ce qui est le plus élégant, mais en même temps, quand c'est du web, c'est des chaînes de caractères qui arrivent, qui va être
envoyé, qu'on va pouvoir récupérer pour aller lire dans le data store le score en question. Alors pourquoi c'est intéressant? Ça n'a rien de très nouveau de faire du REST. Là, l'idée, c'est d'aller un petit peu plus loin et de se dire, je vais exposer mon code Java ou mon code applicatif, et en plus, je vais vous proposer de générer du code de démarrage, un bootstrap de code pour les plateformes Android. Donc, ce sera du Java. Donc, ce que vous allez manipuler, ce sera des classes Java. Ce n'est pas du JSON ou des formats XML qui passeront et qu'il faudra utiliser, manipuler pour recréer. On va rester dans du fortement typé avec des classes Java. Les mêmes qu'on avait côté serveur, on les aura côté client. On va pouvoir générer du code JavaScript pour des clients web. Donc, toute la logique d'appel sera fournie au travers d'une bibliothèque. Et du code Objective-C pour des clients iOS. Et tout ceci en propageant un contexte au hot 2, donc qui permet d'avoir de la sécurité de bout en bout. Donc, faire du REST, c'est bien. Nous, on essaie d'aller un petit peu plus loin en proposant ces générations de bootstrap qui permettent de démarrer, d'abstraire tout ce qui est logique de communication et d'authentification pour ces trois plateformes-là. C'est quelque chose d'assez récent, c'est quelque chose qui est aujourd'hui réservé à ceux qui en font la demande. Mais globalement, on accepte presque tout le monde, et qui sera une fonctionnalité supportée d'App Engine dans les versions qui viennent. Donc il y en a une qui doit sortir aujourd'hui ou cette semaine. C'est sorti? Ouais, 1.7.5? Bon, j'étais dans l'avion. Et tu as vu passer dans les release notes quelque chose sur les cloud endpoints? Donc c'est peut-être pas encore sec. L'idée, c'est qu'avec ce cycle, vraiment, on fait des versions tous les mois. On prend le temps pour vérifier comment les gens l'utilisent, de prendre leur retour, avant de dire que c'est quelque chose de figé qu'on va être obligé de supporter après. Donc on en est à ce stade où on est en train de... globalement, rien de tout ce que je vous ai expliqué ne va changer, mais après, il y a des détails qui sont encore à fignoler. Un dernier petit point récent, c'est quelque chose qui s'appelle PageSpeed. Si on prend n'importe quel site web, n'importe lequel, on peut l'optimiser. Parce qu'il y a des images qui ne sont pas la bonne taille. Et c'est le navigateur qui fait le boulot, alors que si on les avait resizées et livrées de la bonne manière, on aurait pu économiser de la bande passante et de la perf côté client. Il y a plein de choses à optimiser. Il y a plein de règles comme ça qu'on regarde. Il faut explicitement donner des temps d'expiration de cache pour tous les artefacts que vous utilisez. Sans quoi, ça ne sera jamais mis en cache. Donc il y a plein de petits détails, plein de règles comme ça qu'on peut passer en vue sur un site web. Et puis vous, à la main, vous allez corriger, vous allez resizer l'image, vous allez la recompresser comme il faut. Ou bien, vous utilisez un service d'App Engine qui permet de faire tout ça à la volée. Donc ça, c'est quelque chose de récent qui est arrivé, qui permet de ne pas se poser de questions et de servir typiquement à la bonne taille, les bonnes images, de les compresser comme il faut, quoi que vous ayez mis dans votre application. Alors un mot sur, j'ai parlé de Data Store NoSQL, on a parlé de SQL. Donc il y a deux types de bases de données. Alors le NoSQL, c'est du Data Store, c'est ce qu'on utilise globalement chez Google à peu près pour toutes les applications. C'est basé sur le File System Google. Au-dessus de ça, il y a quelque chose dont vous avez peut-être entendu parler qui s'appelle Bigtable. Et c'est une abstraction au-dessus de tout ça. C'est une sorte de grosse HTable qui est hautement disponible parce qu'elle est répliquée sur plusieurs data centers et elle a plusieurs valeurs. Donc une clé et plusieurs valeurs. Et derrière, il y a toute une logique d'index qui permet de retrouver les données. Il faut avoir indexé les attributs pour lesquels on va faire des requêtes. Mais globalement, si vous êtes développeur et que vous savez ce que c'est qu'une HTable, vous saurez vous servir de data store. On a fait une soirée couche DB Avec Tug? Ouais. Ah bah, très bien, vous savez tout déjà. Super. Et donc, réplication synchrone. Et puis, on a une haute disponibilité. Donc, il n'y a pas de notion. On avait historiquement du master-slave pour toutes ces couches-là. Aujourd'hui, c'est hautement disponible. Et sur la première année où on l'a mis en place, ce data store hautement disponible, on a eu 100% de disponibilité. Par rapport à ça, vous avez peut-être déjà des données SQL. Vous avez peut-être des experts SQL qui ont déjà écrit la requête optimisée. Donc, ce qu'on propose, c'est de faire du MySQL as a service. C'est-à-dire du MySQL où, comme dans App Engine, vous ne gérez pas l'install, vous ne gérez pas le patch, vous ne gérez pas l'upgrade, vous ne gérez rien de tout ça. Donc c'est quelque chose qui s'appelle Cloud SQL, c'est ce qu'en américain on appelle Fully Managed. Donc la seule chose que vous pouvez faire, c'est upload de données, backup, c'est à peu près tout. Vous pouvez redémarrer la base, parce que bon, peut-être que de temps en temps ça peut aider.
C'est du MySQL 5.5. On vous donne toutes les options pour, en local, répliquer ou être au plus proche de ce qu'il y a en production. Mais globalement, vraiment, vous n'avez rien à configurer. Vous n'avez plus qu'à utiliser ces données-là. Alors là où il y avait, en termes de développeurs, des limitations sur le data store, parce que tout ce qui est jointure, enfin, il y a pas mal de choses en NoSQL qui ont moins de sens par rapport à des choses dont vous pouvez avoir besoin dans SQL. Là, vous avez toute la puissance de SQL, toute la puissance de MySQL en l'occurrence. Tout en ayant quand même de la réplication sur plusieurs data centers. J'ai mis synchrone, mais on a également une option asynchrone. Et toute cette logique, en fait, dans le driver JDBC, alors que si on n'est pas capable d'aller écrire sur un data center ou sur une source de données, on va aller automatiquement, de manière transparente pour le développeur, écrire sur une autre source de données et garantir qu'à tout instant, on aura au moins une copie, enfin 2 copies de la donnée. Et on peut très bien avoir les deux, du NoSQL et du SQL. Des données existantes d'utilisateurs dans du SQL, et puis des données peut-être techniques dans du NoSQL. Aucun problème pour que les deux cohabitent. Et l'idée, c'est que je vous montre probablement à quoi ça ressemble. Donc, presque toutes les API, enfin tous les services de Google sont disponibles sur cette console. Sur cette console, vous allez pouvoir définir tous les services que vous voulez utiliser. Donc là, il y a une notion de projet. Un projet peut utiliser plusieurs services. Donc là, il y a toutes les API, donc les API Analytics, BigQuery, je vais en dire 2 mots, Drive, Maps, enfin voilà. Donc on peut en utiliser certaines. On vous donne les quotas gratuits et puis combien ça coûte au-delà, donc le pricing ici. Et donc, on va être capable d'avoir, une fois qu'on l'a demandé, la fonctionnalité de type Cloud SQL. Donc, je vais avoir une base de données. Alors, si je voulais créer une instance, ici, je vais lui donner un nom, mon instance. Je ne sais pas si ça va marcher, on va dire ABC, parce que je ne vais pas la créer. Je vais lui demander de la créer soit aux États-Unis, soit en Europe. Je vais lui donner une taille. D0, c'est quelque chose qui peut être gratuit pour tester. On peut monter jusqu'à D32, donc on a plus de mémoire, plus de CPU, enfin tout ça est documenté. Et ensuite, on va être capable de faire une réplication synchrone ou asynchrone, comme je vous le disais. Et puis ensuite, il y a, en termes de pricing, soit vous savez combien vous allez consommer, comme pour un forfait de téléphone, hein, soit vous prenez les 2 heures de conversation, soit vous payez à la minute. Toujours plus intéressant de prendre les 2 heures, enfin, sauf si vous en consommez vraiment rien. Donc là, c'est la même chose, on va avoir soit du pay-per-use à la minute, on va dire, soit des paquets d'utilisation. Et puis ensuite, on va dire quelles sont les applications App Engine qui ont le droit d'y accéder. Si ce n'est pas de l'App Engine, si vous voulez y accéder en ligne de commande avec votre outil favori d'admin SQL, vous pouvez le faire. Là, il y a un processus d'autorisation qui est basé sur OAuth 2 qui vous permet de le faire. Là, il n'y a pas besoin de ça parce qu'on est pour App Engine et pour Cloud SQL dans le même environnement. Et donc, une fois qu'on a quelque chose qui tourne, on va être capable d'avoir, même chose, hein, des dashboards d'activité, d'écriture, de lecture, la taille occupée. Les applications ici, vous voyez, qui ont le droit d'y accéder. Des logs, mais alors les logs, pour le coup, voilà, j'ai fait un backup, j'ai démarré, j'ai arrêté, c'est vraiment de ce niveau-là. Un prompt SQL qui va me permettre de faire un show tables, par exemple. Il faut qu'il charge la base. Tu as dit comment c'était facturé? C'est facturé à la requête ou à l'heure? Alors, le mieux, c'est qu'on revienne là et Cloud SQL. Donc, il y a plusieurs types de facturation. Donc, il y a à l'usage ou avec des plans. Donc, voilà les prix pour ceux que ça intéresse. C'est par jour. Donc, c'est par jour avec un quota d'IO, une quantité de stockage et une quantité de RAM. Donc, ça, c'est les packages. Après, il y a le per use billing, ou alors après, c'est par heure pour différentes tailles. Alors, pardon, on va revenir du coup sur le Cloud SQL et sur ma console où je peux voir les tables. Je peux faire un select étoile from account par exemple.
et avoir tout ce que je sais faire. Alors, en l'occurrence, elle doit être vide. Voilà, et je peux avoir des backups. Mais c'est à peu près tout ce que je peux faire. Je peux importer, exporter les données et redémarrer une instance ou carrément la supprimer. Et une fois que j'ai fait ça, eh bien, je peux avoir une application comme celle-là, par exemple, qui stocke, qui est une sorte de portage. Pour ceux qui connaissent Java, qui ont déjà fait du pet store, c'est l'exemple type. Moi, j'ai un peu marre des animaux, donc j'ai fait des bonbons. Donc moi, je vends des bonbons en ligne et toutes mes données sur le détail des bonbons que je vends, sur leur prix, sur leur disponibilité, sur les commandes qui sont passées, sur les utilisateurs, tout ça, c'est stocké dans du SQL. J'ai repris la base de données qui était utilisée avant. Et donc, quand je vais jouer avec cette application-là, c'est celle que je manipulais à l'instant, eh bien, tout va être en fait stocké à travers JPA, donc le framework de base pour faire tout ce qui est accès aux données en Java. En l'occurrence, c'est de l'Eclipse Link, c'est pas de l'Hibernate, mais ça pourrait être ça aussi. Puis elle n'est pas belle, hein, mon appli, il n'y a que la première page qui est belle. Mais je vais être capable de me loguer. Et en l'occurrence, je suis déjà logué dans le navigateur, donc il m'a reconnu automatiquement, mais j'aurais pu ici me déconnecter. Je peux aller voir mon shopping cart, donc il n'y a rien dedans. Mais toute une application qui aujourd'hui pourrait tourner sur un serveur d'application, un Tomcat, un JBoss, un WebLogic, un Westfair, ce que vous voulez, et qui, parce qu'elle utilise une base de données relationnelle, parce qu'elle utilise des frameworks tout à fait classiques et banals en Java, peut tourner dans App Engine. Alors, il faut que j'avance un petit peu, parce que je voulais encore vous raconter 2-3 petits trucs. Donc ça, on l'a vu. On met de l'Hibernate? Oui. À partir du moment où on a une base de données SQL derrière, tous les frameworks JPA, les Ibatis, les JPA, pardon. S'il démarre des threads ou pas, quoi. Donc, Donc Hibernate. Hibernate, pour sa partie JPA, implémentation de JPA 2, 2.1, il n'y a pas de souci. Alors après, j'ai beaucoup parlé production, des graphes, combien ça coûte, tout ça. C'est une fois que ça tourne, j'ai parlé un petit peu de JPA, mais en tant qu'utilisateur, en tant que développeur, pardon, il y a des trucs auxquels on a pris un peu habitude. Donc typiquement, on a Eclipse. Donc, tout le monde fait de l'Eclipse. Je suis déçu, mais bon, tant pis. Il n'y a pas qu'Eclipse dans la vie, mais c'est pas grave. Mais si vous utilisez Eclipse, je vous l'ai dit, il y a un plugin. Maintenant, il y a pas mal de gens qui font du Maven aussi. Enfin, j'espère. Combien font du Maven? Pas beaucoup. Donc Maven, c'est pas que... Alors, il y a les gens qui adorent, il y a les gens qui détestent, et puis il y a les gens qui ont passé les 2 étapes et qui sont à un niveau où ils sont entre les deux, c'est à peu près mon cas, et qui se disent, c'est un bon format pivot pour d'abord ne pas imposer un outil à tout le monde, genre Eclipse, et le format du projet Eclipse, et le point Eclipse et tout ça, et le point ClassPass. C'est ce qui permet l'intégration avec des outils de build continu. C'est ce qui permet de dire, mon projet, il est sur GitHub, tu le prends, tu le builds facilement. C'est un format qui est assez intéressant. Donc on peut combiner Eclipse et Maven, mais on peut aussi avoir d'autres outils de développement. Donc on a désormais un plugin Maven qui permet, dans tout outil de développement, y compris en ligne de commande, de pouvoir démarrer un serveur local, de déployer dans le cloud, et puis de démarrer en mode debug. Enfin, il y a toute une série de fonctionnalités qui existent dans Eclipse, qui existent aussi dans le plugin Maven. Donc Maven, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est entre autres une capacité de gérer des dépendances et de dire, voilà, j'utilise App Engine, donc App Engine est une de mes dépendances, mais j'utilise aussi JPA, et JPA, l'API c'est ça, et l'implémentation c'est Eclipse Link ou Hibernate. J'utilise tel framework, et ainsi de suite. Et donc le plugin Maven pour App Engine, lui, est sur ce qu'on appelle Maven Central, c'est-à-dire le référentiel parent de tous, c'est public. Et donc il n'y a pas vraiment de configuration à faire pour l'installer. Ça nous permet d'utiliser des choses comme Jenkins. Donc combien font de l'intégration continue? Presque plus que de Maven, ça me paraît étonnant. L'intégration continue, c'est une bonne pratique. Juste dans le monde du web, moi je viens plutôt du monde Java, vous l'avez peut-être remarqué, mais dans le monde du web, et je fréquente de plus en plus des gens qui font du JavaScript, des développements avec des frameworks JavaScript, c'est vrai que c'est un monde qui découvre un petit peu l'intégration continue. Dans le monde Java, c'est quand même plutôt acquis, j'allais dire, dans la plupart des équipes de développement. C'est ce qui permet vraiment d'avoir un environnement reproductible,
d'être capable de voir l'impact d'une modification le plus tôt possible. Donc, dès que je fais un commit, derrière, il y a toute une batterie de tests unitaires, d'intégration, ou peut-être même de performance qui sont démarrés, parce qu'on a cet environnement où tout est reproductible. Et on peut aller jusqu'au déploiement. Et en fait, c'est ce qu'on fait avec Jenkins, qui est un outil de déploiement, un outil d'intégration continue. Quand je fais une modif, dans mon Git, par exemple, ou dans mon Subversion, j'ai un build qui démarre. Et si tout passe, je peux déployer dans App Engine directement. Donc, je vais montrer comment ça se passe. Donc, l'idée, c'est de se reconnecter, déjà. Donc, typiquement, Jenkins, c'est quelque chose que vous pouvez installer en local, mais c'est quelque chose qui vous est aussi proposé comme un service dans le cloud, et notamment par CloudBees. Donc, je peux avoir mes jobs. Pour ceux qui connaissent Jenkins, j'ai défini un job ici. C'est un René, c'est ça. Ah oui, Nicolas. Ouais, Nicolas, Deloff. Donc Nicolas a eu la gentillesse de me donner un compte qui fait que je démarre mes builds comme ça. c'est vrai. Voilà. Ok. Et donc bon, je ne vais pas vous donner tout le détail, mais tout l'aspect sécurité est géré pour vous. Donc je me suis authentifié avec le compte que j'utilise pour App Engine, directement sur CloudBees. Je n'ai pas besoin de créer un compte chez eux. Ce qui me permet aussi d'avoir une configuration qui est faite pour qu'eux puissent déployer chez moi. Et puis surtout, ce qui est important, c'est que j'ai défini ici ce qu'on appelle un post-step, qui dit que s'il y a eu un succès, en utilisant tel JDK, je vais prendre le résultat de mon build qui se trouve à tel endroit et je vais déployer une version dans App Engine directement qui aura comme version le nom du job, le nom du build. Donc, je ne sais pas si on va prendre le risque d'en faire une tout de suite, mais ce que je vous propose de faire, c'est de voir qu'ici, sur le Candy Store que je vous montrais à l'instant, dans les versions, j'en ai un certain nombre, depuis la 1 jusqu'à des choses qui ne sont pas des nombres, donc on peut utiliser tout ce qu'on veut comme nom de version. Donc je vais en avoir 7, 8, dont une par défaut. Et puis typiquement, celles-là ont été déployées à travers Jenkins. Le nom du job, c'est Ludo J Candy Store, et 23, c'est le numéro du build. Et celui-là a été déployé il y a 4h45 minutes. Il y en a une qui est par défaut. Il y en a une qui fait du Java 7, qui est une fonctionnalité récente d'App Engine. Donc même si Java 7 a 1 an et demi à peu près aujourd'hui, il a fallu du temps pour nous, d'abord que les gens se mettent à faire du Java 7, et ensuite que nous, on le sécurise, parce que c'est quelque chose de très important. Souvenez-vous, vous tournez dans le data center Google, juste à côté du job Gmail, Maps ou Search. Donc il ne s'agit pas d'avoir des gros trous de sécurité dans Java, suivez mon regard. Donc on arrive seulement aujourd'hui avec du Java 7, mais c'est quelque chose qu'on vous propose. Donc typiquement, cette version fait du Java 7. Et pour se dire, ouais, mais Java 7, ça va peut-être me péter mon appli parce que c'est compatible, sauf que pas toujours. Il y a un petit truc sympa qui vous permet de faire ce qu'on appelle du traffic splitting. Donc je vais dire la Ludo 1, là, je vais rajouter, je vais dire que 5% de mon trafic va aller sur Ludo 1. Donc 5% vont utiliser une version qui tourne sur du Java 7. Puis on verra bien si ça pète chez eux ou pas. Et puis au pire, j'aurais pété 5% de mes utilisateurs. Donc pour tout ce qu'on appelle A/B testing ou déploiement en grandeur nature, on peut rajouter des règles ici qui font du splitting sur la base d'adresse IP ou de cookies, pour toujours retourner au même endroit, sur la même instance. Et puis je peux rajouter plusieurs règles, je peux dire 5% là-dessus, je peux dire 20% sur cette version-là et le reste sur la version par défaut. Donc c'est des choses qui vraiment, de manière, il n'y a pas de configuration de load balancing, il n'y a pas de telle adresse IP, c'est telle version qui tourne sur du 7. Donc le load balancer, si je me souviens bien, le config, elle est là. Rien de tout ça, on est vraiment à un niveau plus élevé. C'est typiquement ce qu'on peut faire avec des offres de type plateforme as a service. Donc Eclipse, Maven, Jenkins, et puis allons-y jusqu'au bout. Là, j'utilise un vrai laptop. Enfin, un vrai laptop. J'ai mon Eclipse installé dessus. L'autre chose que j'aurais dû vous montrer avant de repasser là, c'est
un outil de développement dans le cloud. Donc mon appli, en fait, elle est sur GitHub. Je l'ai importée dans cet outil-là. Je vais faire ma petite modif parce qu'il y a une erreur, je sais exactement ce que c'est une bêtise, je vais le corriger. Je suis dans le train, je suis peut-être pas dans l'avion, mais je suis peut-être même en déplacement. Je me connecte sur une URL. Et j'ai mon code au passage. Du coup, là, il y a voilà, mes entités JPA. J'ai de la coloration syntaxique. J'ai de la complétion. Et puis, une fois que j'ai fait ma modif, ben, je peux redéployer directement dans App Engine. Donc, j'aurais pu faire tout ce que je viens de faire ici, finalement, dans un Chromebook ou peut-être même sur une tablette, sans avoir un Eclipse installé. C'est celui d'Exo? Oui, c'est Exo qui est renommé en CodeNV. D'accord, je vois. Voilà. Donc, qui s'appelait Cloud IDE. Le responsable d'Exo est sur Val. Non, mais il est bien, Yvan. Spécifié. Pardon. Donc, je vous ai parlé du plugin Maven. Donc, il y a les détails ici. Ça, je vous en ai fait la démo. Et ça, c'est le CodeNV. Donc, l'idée, c'est que vraiment tout soit dans le cloud et j'ai vraiment rien installé en local. Donc, je peux même, avant de déployer sur App Engine, tester pas en local, mais tester chez Exo qui va déployer le SDK en local avant de déployer vraiment dans App Engine. Alors pour finir, je voudrais vous dire que, bon, je vais beaucoup parler d'App Engine. Ça a longtemps été le produit phare, voire le seul dans le cloud pour Google. Il y a beaucoup d'autres choses. Beaucoup d'autres choses qui sont peut-être un peu moins proches du développeur, mais qui offrent des possibilités, à mon avis, pas moins intéressantes. D'abord, si vous voulez stocker des données, des fichiers, il y a Google Cloud Storage. Donc ça, il n'y a rien d'extraordinaire, si ce n'est que c'est un bon endroit pour pouvoir uploader des données, par exemple dans un format de type CVS, CSV. Merci, j'étais en train de me dire, il y a un problème. Là, CVS, c'est autre chose. C'était au siècle dernier, ça. Comma Separated Values, donc CSV. Oui. Et de se dire que derrière, par exemple, je peux avoir une API d'apprentissage où je vais dire, voilà, ce texte-là, il est en français, celui-là, il est en anglais, celui-là, en espagnol. Et je vais apprendre à travers cette API à la machine à reconnaître du texte par rapport à différentes langues, à reconnaître ce qui est du spam de ce qui n'en est pas. Pour qu'ensuite, on puisse exercer cette API, ce moteur-là, sur des volumes de données beaucoup plus grands que ce qu'on aura passé au titre de l'apprentissage. Et j'ai un problème dans mon animation. Et la dernière chose qu'on va pouvoir faire, c'est utiliser quelque chose qui s'appelle BigQuery. Donc on entend, je pense, beaucoup parler de Big Data. Tout le monde au début trouvait que c'était uniquement du BI, du Business Intelligence, que c'était réservé à une classe d'utilisateurs très limitée. Et puis en fait, tout le monde potentiellement a beaucoup de données inexploitées dont on pourrait tirer quelque chose, à commencer par les logs d'un serveur, pour analyser le comportement d'un utilisateur. Donc c'est ce qu'on propose de faire dans BigQuery. Et là, le but, c'est que j'essaie de vous le montrer en vrai, par exemple ici. Donc, Google Apps, ça dit quelque chose, donc Docs, Spreadsheet, tout ça, dans le navigateur. Donc c'est ce que j'utilise ici. Et en fait, c'est juste une façon de visualiser ce qui se passe avec BigQuery. J'ai un jeu de données qui fait 137 millions d'enregistrements. C'est le recensement américain en 2000, je ne sais plus combien. Et je vais lancer une requête sur ce volume de données qui, en quelques secondes normalement, va me renvoyer une réponse. La requête, elle s'exprime de la manière suivante. Select year count as, bon, depuis une certaine source de données qui se trouve être dans Cloud Storage. Et on va grouper ça par année et ordonner ça de manière ascendante. On va commencer en 69 et on va aller jusqu'à je ne sais plus trop quand. Donc on est sur un volume de données très important et sur des requêtes qui historiquement dans un monde BI s'exécutaient plutôt en matière de minutes, voire d'heures, voire plus encore. Parce que là, la requête en fait a été distribuée, je dirais pas à l'infini, mais sur un nombre important de machines pour être traitée en parallèle. Donc une sorte de
distribution des tâches avec un retour rapide. Une présentation ici qui permet derrière, du coup, de faire des graphiques et de faire des affichages de type dashboard pour des utilisateurs plutôt fonctionnels. L'intégration, elle se fait avec quelque chose qui s'appelle Google Apps Script. Donc autant il y a un éditeur de texte, un tableur, un outil de présentation. Il y a aussi on va dire un VB-like, qui permet de faire des scripts, qui permet de s'intégrer, par exemple, à les sources de données qui sont dans Cloud Storage, ou bien de lancer la fameuse requête select state, et ainsi de suite. Ça, c'en est une autre au passage. Et de dire sur mon spreadsheet app, je prends l'onglet actif, je vais chercher les données qui sont à tel endroit, et puis ensuite j'exécute ma requête, et une fois que j'ai la réponse, je mets à jour telle cellule. Donc typiquement, c'est ce que ces 2 pages de script font. Et le cœur du sujet, il est là, BigQuery, je vais faire un getQueryResult avec un identifiant, et une requête que je vous ai montrée qui était au-dessus. Donc BigQuery, ce n'est pas forcément très orienté développeur, c'est résolument dans le big data, et c'est pour résoudre des problèmes. Je crois que j'ai quelques exemples ici. Alors ça, c'était le storage, j'en ai dit 2 mots. Résoudre des problèmes de type gestion du spam. Qu'est-ce qui est du spam, qu'est-ce qui n'en est pas? Le mail, j'aimerais bien qu'il m'arrive vite, que je n'ai pas 3 heures de processing pour être sûr que le contenu soit valide. Détecter le plus rapidement possible des tendances. Donc, les tendances d'achat, tel produit se vend bien ou se vend pas bien. C'est autant de choses pour lesquelles on est capable d'opérer des opérations, des algorithmes de manière extrêmement rapide, ce qu'on ne pouvait pas faire précédemment. Donc nous, on l'utilise énormément en interne. C'était quelque chose qui a été connu sous le nom de Dremel. Donc il y a des white papers qui ont été écrits sur le sujet, comme il y avait des white papers qui avaient été écrits avant sur Google File System et ainsi de suite. Et c'est quelque chose qui existe depuis à peu près 1 an, et pour le public, j'allais dire. Un usage de BigQuery qui me paraît amusant pour une population de type développeur, c'est si on prenait tous les projets publics à l'époque où ça a été fait, c'est-à-dire il y a quelques mois, qui sont hébergés sur GitHub, c'est-à-dire les 2,6 millions de projets publics, et qu'on essayait d'en tirer des stats. Ça donnerait ça, donc vous pouvez aller voir sur githubarchive.org. On verrait que le langage numéro 1, une des questions qu'on pourrait se poser, c'est quel est le langage le plus utilisé? C'est du JavaScript, suivi par Java, Ruby, Python, pas trop de Haskell, mais en même temps il est sur la liste par rapport à d'autres qui n'y sont pas. Et ça, c'est des informations, encore une fois, qu'on obtient en quelques secondes, une fois bien sûr qu'on a uploadé tout ça, ce qui prend beaucoup plus de temps dans Cloud Storage. Un autre usage, c'est de dire on peut prendre tout Wikipédia. Là aussi, on est sur des volumétries énormes. Et on va être capable de poser et de répondre à des questions de type quelle est la page sur Wikipédia qui a été le plus visitée, la plus éditée, qui a eu le plus de commentaires, de discussions? La réponse, c'est la page de George Bush, par exemple, en l'occurrence. Donc ça peut donner, c'est des exemples anecdotiques, mais pour le business, ça peut être des réponses à des questions qui sont d'une importance capitale pour les gens qui font du fonctionnel. Et un petit mot sur la Prediction API. Vraiment, c'est une technologie d'apprentissage avec une phase d'apprentissage et une phase de prédiction où là, une petite démo qui dit, alors on va aller chercher, on va aller se trouver, alors c'est lui, non c'est pas lui, pardon. Et on va se positionner à un endroit, donc on va là, hop, ça, on va prendre un truc un peu plus grand et on va rechercher. Donc ça, c'est une intégration entre Twitter, où les gens parlent, leurs tweets sont géolocalisés, plus de réseau. Et puis, on va dire, en fonction de ce qu'ils racontent, est-ce qu'ils pensent que le temps est beau ou il n'est pas beau? Voilà. Donc typiquement, ça, ce sont des gens qui tweetent normalement dans ce rayon-là,
Oui, bah, en l'occurrence, oui, mais alors parce que l'algorithme ici a été entraîné qu'en anglais. Et qui disent en fonction d'un coefficient de confiance qu'il fait beau ou qu'il ne fait pas beau, ou que ce n'est pas lié au temps qu'il fait. Parce que freezing cold, en l'occurrence là, il s'est planté. Mais l'idée, c'est d'être capable de faire un mashup et d'être capable, en ayant entraîné sur un jeu de données qu'on pense être représentatif, traiter des données qui sont live. Oups. Donc là, on peut retourner sur le tweet qui me met. Elle est en public ou c'est une bêta pour quelques aptitudes? Elle n'est pas... Alors, on a plusieurs... ouais, elle est en bêta, on va dire. Donc, on ne fournit pas de qualité de QoS, de qualité de service. App Engine, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est 99,9. Si on est en dessous des 99,9, on vous doit de l'argent. Donc là, il n'y a pas ce truc-là. Il n'y a que 2,9 sur App Engine? 3, 99,9. Voilà. Il va les compter. Non, mais Donc après, il y a des gens qui vont dire, moi je fais 5,9. Amazon, ils t'en mettent 6 ou 7. Hein. Non, non, 6 ou 7. Faut le 5,9, c'est 20 minutes par an. 5,9. Donc 6 ou 7, on est à quelques... Et Amazon, j'espère qu'il ne faut pas ça vu... Sur du S3, regarde. Bon, peut-être. Pour ne pas perdre les données. Et pas pour qu'elles soient disponibles. Bon. Et enfin, je voudrais terminer en vous parlant de quelque chose, pas trop, parce que vous ne pouvez pas y accéder. Enfin, la plupart d'entre vous ne pourront pas y accéder pour l'instant. Mais ça me paraît important quand même de finir là-dessus, parce que ça veut dire, bah, App Engine, c'est super, mais moi, j'ai du code natif, là, qui marche bien, et ça fait de la reconnaissance faciale, ou c'est un algorithme super optimisé. Et App Engine, je peux uploader que du code, j'allais dire, source presque. Enfin, je ne peux pas dire, bah là, à un tel endroit, j'ai ma bibliothèque, j'ai mon .so, ma DLL. Je peux pas ouvrir. Si, les sockets, ça arrive. Sur App Engine? Ouais. Ça arrive, tu dis? C'est dans la 7.5 de tout à l'heure. Ah ouais. Donc on peut ouvrir des sockets. Pas encore des WebSockets, mais des sockets, oui. Donc il y a des limitations. Mais encore une fois, je vous renvoie à la règle de copropriété. Il y a des règles. Alors après, si vous voulez vous faire votre propre VM et payer le prix, donc vous construire votre maison et être chez vous, dans votre maison et faire ce que vous voulez, vous pouvez. C'est un peu ce que propose Compute Engine, qui propose une infrastructure. Donc c'est de l'infrastructure as a service. On est redevenu des gens qui ont pour responsabilité d'installer du software, de le tenir à jour d'un point de vue sécurité, toutes ces choses-là. Seulement, on le fait sur l'infrastructure Google. C'est-à-dire qu'on a d'abord une API, parce que l'idée, c'est de faire ça à l'échelle Google. Donc, on n'a pas du clic-clic-clic où on va créer une nouvelle image. Alors, ça sera du Red Hat machin, de l'Ubuntu avec du MySQL. Et puis, au bout de 25 clics, on a enfin une image. Et puis après, on se dit, bah, il m'en faut une deuxième. Donc, l'idée, c'est qu'il y ait vraiment une API, que tout soit basé sur cette API, qu'on puisse avoir un payload JSON qui est création d'images, qui soit création d'un network entre les 3000 images que je viens de créer. Parce que je veux faire un job de type Hadoop, donc vraiment intensif en termes d'usage de CPU, et je veux qu'il s'exécute le plus vite possible. Et si je peux avoir 3000 CPU sous la main ou 3000 corps, bah, je vais le faire. Et pour pouvoir provisionner ça, c'est pas dans une interface graphique, c'est probablement à travers une API, probablement en envoyant du JSON avec un client HTTP. Donc on a des VM qui sont branchés au réseau ou pas. Donc le réseau, c'est par là qu'arrivent souvent les problèmes de sécurité. Donc on est très 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 vigilant sur ce qu'on fait au titre du réseau, sur les machines qu'on rend disponibles sur Internet ou pas, sur le fait qu'on ait une adresse IP publique ou pas. Tout ce qui est stockage, de la même manière, on a la possibilité de ne pas avoir de stockage du tout, d'avoir un stockage éphémère ou d'avoir un stockage persistant répliqué. Donc rien de très différent de ce que vous avez pu voir ailleurs, si ce n'est peut-être cet aspect-là. Dans l'API, je vais juste finir ce point-là, il y a un petit truc qui est intéressant, c'est que on vous dit, et vous avez la possibilité de vérifier l'état du système et d'avoir accès à tout ce qu'on appelle les outages planifiés, parce qu'on fait de la maintenance. Un data center, en moyenne, chez Google, il est fermé plusieurs semaines par an. Vous ne savez pas quand, normalement, sauf là, dans cette API, on vous le dit. Donc on a une API où, bien sûr, on peut voir à un instant donné s'il y a un problème qui n'était pas prévu, mais aussi on peut tenir compte du fait de tout ce qui est planifié, parce qu'on fait des maintenances en permanence. Ouais, je voulais savoir si derrière, c'était les hyperviseurs maison comme les serveurs web. Ouais, tout est maison.
tout est maison. Enfin, tout est maison. Ah, il n'y a pas de VMware, non, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Il y a combien de machines? Non, je pense que VMware ferait fortune avec Google, mais donc non, il n'y en a pas là. Il y a combien de machines? Et combien de machines en tout? Alors, il y a une démo qui a été faite quand Compute Engine a été lancé à Google I/O l'année dernière, où on mobilisait 700 000 cœurs. Donc, voilà, ça vous donne une idée de l'échelle. Donc, Le restait, quoi. ouais. Donc, il y a plus de détails, il y a pas mal de choses. Il y a des notions de billing aussi, on vous facture. Les VM, ça c'est important, donc c'est du Linux. Donc, c'est du KVM, hein, tout ce qui est hyperviseur. Du KVM durci, sécurisé, tuné. Mais on a un accès root sur la VM une fois qu'on est dessus. Et puis, on a plein d'images, la possibilité de créer ses propres images. Là, il n'y en a que 2 listées, mais il y en a où il y a, par exemple, du Ubuntu avec du Hadoop déjà préinstallé. Enfin, il y a toute une collection d'images. Des processeurs Sandy Bridge de 1 à 4 corps. Et voilà, des infos. Alors ça, en plus, c'était au moment du lancement. Plus on avance, et c'est à ça que servent ces plages de maintenance, plus on fait évoluer tout ça. Voilà, quelques détails ici sur le truc. Alors, est-ce que vous pouvez l'avoir? Oui, vous pouvez, mais souvenez-vous, ça s'appelle Compute Engine. Donc, si votre but, c'est d'installer un serveur PHP là-dessus, on va vous dire, pas tout à fait le cas d'usage qu'on avait anticipé. Vous pourrez le faire une fois que ce sera ouvert à tout le monde, mais le but, c'est plutôt d'avoir des calculs intensifs. Donc, aujourd'hui, on a pas mal de gens qui l'utilisent, qui font de l'analyse de trafic de sites web, qui font de la recherche médicale, qui font des choses qui nécessitent de mobiliser dans un temps limité un nombre très important de ressources, CPU, data, bande passante. Non, parce que d'abord, ça n'est pas un produit qui a un SLA, comme je disais tout à l'heure sur la Prediction API. Maintenant, on a des clients, donc ça c'est toute la partie entreprise chez nous qui s'occupe de clients qui seraient intéressés par ça, où il y a des benchmarks qui sont... On compare ça à ce qui est fait chez Amazon, chez Azure, chez tout le monde. Et d'un point de vue performance, aujourd'hui, on a des résultats très agréables, très sympathiques. Mais en même temps, voilà, on peut dire qu'il n'y a pas grand monde qui l'utilise aujourd'hui. Donc quand ça sera utilisé par plus de gens, mais c'est aussi pour ça que je ne peux pas vous donner tous accès aujourd'hui. Donc on y va vraiment très progressivement. C'est du classique Google. On regarde comment c'est utilisé, on regarde ce qui marche, on commence à monter la charge. On voit si ça tient la charge, et dès qu'on sent qu'il y a un problème, on dit désolé, on ne prend plus de nouveaux clients. Enfin, donc c'est très itératif comme approche. Et pendant toute cette approche itérative, on ne s'engage pas sur des performances. Il y a des gens qui vont dire non, moi ça me va, même si vous n'engagez pas, je sais que ça marche, je l'ai testé, j'ai fait mon truc, je suis prêt à payer pour, et voilà, après, c'est un choix qui reste à l'utilisateur. Donc pour conclure, il y a ce socle technique qui est Compute Engine, qui est récent, où on pense qu'on peut avoir un excellent rapport performance-prix, parce que, encore une fois, on réutilise l'infrastructure Google, toutes les optimisations au niveau du matériel, du réseau, de la sécurité, de l'hyperviseur, à tous ces niveaux-là. On vous propose, et moi ce serait quand même ma recommandation pour tout ce qui est développeur, une approche plateforme as a service, où vous n'avez pas à ouvrir ce capot. Alors la bonne nouvelle, c'est que maintenant vous pouvez l'ouvrir, le capot, si vous voulez. C'est un petit bout de code qui doit tourner, ou si vous avez besoin d'avoir une partie facile à déployer, une partie peut-être un petit peu plus complexe dans votre chaîne de traitement. Et puis on a toutes ces API que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas. Il y en a beaucoup. Est-ce que vous savez par exemple que YouTube a une API, à la fois sur le player bien sûr, mais également pour trouver des informations qui sont sur YouTube. Il y a de plus en plus de startups aujourd'hui qui se lancent là-dessus. On a des API de géolocalisation, on a des API pour tout ce qui est social en lecture. On a des API, bien sûr, pour en gros tous les produits que vous pouvez connaître aujourd'hui. Et donc, c'est autant de choses que vous pouvez utiliser dans vos applications App Engine ou dans Compute. Et donc là, je vais en profiter juste pour couper ça 2 secondes. Ça s'éteint ou ça s'éteint pas? Comment on sait si c'est éteint aussi? On ne sait pas. Ah tiens, il est éteint.
c'est formidable d'avoir un produit bien développé, qui évolue tous les mois, qui permet de faire de plus en plus de choses, y compris bientôt des sockets, ou désormais des sockets, bientôt des WebSockets. L'infrastructure, c'est fondamental. Le hardware, ce n'est pas quelque chose qui se download, qui se provisionne comme ça. On a beaucoup d'investissements qui ont été faits. Et puis les personnes, ça aussi c'est très important. Typiquement, quand vous êtes client entreprise d'App Engine ou du cloud Google, vous avez des gens qui connaissent votre application et ce n'est pas quelqu'un qui sait simplement redémarrer le service. Parce que ça n'existe pas à redémarrer. Le bouton redémarrer chez Google, il n'existe pas. Il y a tellement de services, il y a tellement de choses à différents endroits qui sont en théorie orthogonales, mais voilà, qu'on peut redémarrer séparément, que ces personnes-là savent très bien comment c'est organisé, comment ça a été écrit, comment c'était conçu, comment ça évolue, et sont capables de faire tout ça pour vous. Et c'est vraiment tout ça qui permet d'avoir, à mon avis, les meilleurs résultats. Si vous deviez nous souvenir que d'une URL, ce serait celle-là, cloud.google.com. Et si vous avez des questions, je les prendrai bien volontiers. Je suis allé au-delà du temps qui m'était imparti. Je suis désolé, en plus je suis entre... Ça se réchauffe, c'est ça? Ça se refroidit? Ça dépend? Tout va bien. Tout va bien, ok. Donc si tout va bien, on a peut-être le temps pour quelques questions. En même temps, je ne m'enfuis pas, donc on pourra discuter aussi. Donc, Une question sur quel est le serveur d'application qui tourne sur App Engine, par exemple? c'est pas une question qui se pose. On est dans le platform as a service. Quelle version de Java à la limite? Parce que je suis développeur, j'ai besoin de savoir. Donc pour ceux qui sont curieux, c'est du Jetty derrière. Ah oui, vous le dites maintenant, parce que l'année dernière, c'était top secret. Oh non, Vous non, n'avez pas non. changé, quoi. Non, parce qu'il y a une stack trace dans le log, tu vois des classes Jetty. Donc c'est du Jetty, c'est de l'OpenJDK pour la JVM, sévèrement patché. Mais voilà. Ouais. Ça représente beaucoup d'utilisateurs, notamment dans les startups. Donc, ceux qui utilisent beaucoup App Engine, c'est les startups, parce que pour eux c'est clair, on ne va pas acheter des machines, on va pas, le financement qu'on a, on ne va pas le dépenser en machines, en administrateur, en base de données, tout ça. Donc le cloud pour eux c'est évident. Et dans le monde des startups, il y a encore beaucoup de gens qui font du Python et pas du Java justement. Donc les startups l'utilisent beaucoup, ce qui explique l'usage de Python. C'est très utilisé dans tout ce qui est back-end mobile. C'est pour ça que Cloud Endpoint, c'est une façon de simplifier ce que les gens font déjà. Et dans tout ce qui est social, sur les trucs de rencontres, que ce soit... parce que, encore une fois, il y a cet usage qui n'est pas forcément... qui est cyclique en termes de charge et qui s'adapte bien à un environnement de type cloud. Et dans tous ces environnements-là, dans le social aussi, on a plutôt des langages de script et donc Python reste très important. Il y a beaucoup d'évolutions. On est passé du 2.5 à 2.7. Il y a des évolutions, il y a une nouvelle API pour faire mieux que Memcache. Il y a beaucoup d'évolutions encore là-dessus. Aujourd'hui, Il n'y a pas de discrimination sur ce que tu peux faire en Java? non, voilà. Donc ça, c'est une bonne façon de reformuler la question ou de reformuler la réponse. C'est tout ce qu'on sait faire dans l'un, on sait le faire dans l'autre. Quand il y a un troisième langage qui a été introduit, que vous avez peut-être vu passer dans un des slides, c'est Go, qui est un nouveau langage à l'initiative de Google, qui intègre tout ce qui est concurrence au niveau du langage et qui a plein d'autres petites fonctionnalités sympathiques. Et bien, ce langage-là, lui, est expérimental. Donc, il n'a pas forcément toutes les fonctionnalités. Je ne sais pas s'il sait accéder à Cloud SQL. Je sais qu'il n'a pas de Cloud Endpoint. Voilà. Et puis, d'autres langages peuvent arriver. Il n'y a pas d'intégration continue là, sur le cloud de Google ni de repository. La preuve, tu as utilisé Ouais. les concurrents, là, c'est un choix. Oh, c'est un partenaire en l'occurrence. Donc là, on a travaillé avec eux pour qu'ils soient capables de déployer dans App Engine. Donc, il y a une valeur à ce que tout soit intégré, tout soit dans la boîte. C'est ce que les Américains appellent le batteries included. C'est les piles sont dans le jouet, il n'y a pas besoin d'acheter les piles à côté. Donc la base de données, elle est là. L'outil de monitoring, il est là. Tout est là. Donc ça peut être sympa parce que vraiment, on a tout dans la boîte. Maintenant, de temps en temps, on a aussi envie de faire des choix un petit peu différents et d'avoir des compléments. Et là, Google ne veut pas tout faire. Donc Jenkins, il y a des gens qui le font très bien, qui le fournissent en tant que standalone, en tant que service. Donc autant faire un partenariat avec eux, c'est ce qu'on a fait. Cloud IDE, voilà, on n'a pas de... Enfin, Cloud Envy, comme ça s'appelle maintenant. Ils le font très bien. Il y en a d'autres. Au passage, on va peut-être travailler avec d'autres aussi. Mais
Voilà, la notion d'écosystème, de services qu'on peut utiliser dans le cloud, c'est intéressant. Aujourd'hui, on a un seul service de mail. Il est très bien, à mon avis. Mais si vous voulez faire de la campagne d'envoi d'email à partir d'App Engine, bah, voilà, on n'a peut-être pas toutes les fonctionnalités qu'ont d'autres services de mail. Ouais. Il n'y a jamais rien de complètement roadmappé. C'est sur la roadmap, c'est ce que je peux vous dire. Parce que derrière, encore une fois, on a vraiment voilà, cet aspect très itératif. Donc on travaille dessus. Il faut comprendre que votre application, elle peut enfin, votre VM qui tourne, c'est bien une JVM qui tourne, elle peut dégager d'un instant à l'autre parce qu'on est en train de rééquilibrer la charge sur les data centers, sur l'environnement. Et une WebSocket, c'est un tunnel entre un client et un serveur qui gère un état. Donc le serveur, si on le dégage, comment est-ce qu'on réplique ça et qu'on garantisse une sécurité? Autant, c'est un peu le même problème qu'HTTPS, mais bon, là, on a plein de techniques en frontal où on sait faire ça. Donc là, il y a des problématiques qui ne sont pas triviales. Donc on y travaille, on aimerait le fournir. Aujourd'hui, c'est pas simple. Ok, merci. Super. Merci d'être venu. J'ai pas rappuyé depuis.